Lors de plusieurs partages tels que sur la chaîne ici, je vous ai parlé tels que des signes avant-coureurs tels que du déclin économique, de l'effondrement. Je vous ai dit comment est-ce qu'on reconnaît l'effondrement. Que l'effondrement, ce n'est pas quelque chose de brusque. Je parle ici d'effondrement économique. Mais c'est quelque chose de lent qui, qui ne se voit pas. C'est pas brutal. C'est pas brutal dans la mesure où les pays organisés, les économies telles que les dirigeants, soucieux, c'est-à-dire que de leurs administrés, les dirigeants qui ne veulent pas, c'est-à-dire ne veulent pas que perdre leur fonction parce que pour ceux qui sont encore conscients que c'est le peuple qui les élit, ces dirigeants s'arrangent de mettre des mécanismes afin de pouvoir retarder cet effondrement-là. Je parle bien de retarder. Mais lorsqu'on va très bien voir, c'est le peuple qui paye encore le prix de ces mécanismes. Tu sais, que tenter à me dire quels sont ces signes. Mais c'est moi qui vais te poser la question. Si tu suis cette chaîne de façon assidue, tu pourras m'énumérer tel que sur la barre des commentaires les signes avant-coureurs de l'effondrement. Quels sont les signes qui prédisent l'effondrement? Ce n'est pas quelque chose que tu dois lire dans la boule de cristal. C'est des choses qui impactent ta vie personnelle. Donc, tu devrais, en temps normal, décliner tous ces signaux-là. Encore, c'est-à-dire que si tu te poses des questions, si tu es même conscient, c'est-à-dire que là, de ce qui t'arrive. Parce que la vérité, c'est que plusieurs d'entre vous, vous avez remis comme ça votre vie entre les mains des politiques. Vous avez, c'est-à-dire que laissé votre vie sur le sort, je vais dire, divin. Or, tout ce qui nous arrive, c'est par la volonté de Dieu. Or, tout ce que Dieu fait est bon. Beaucoup ont laissé leur vie entre les mains des pasteurs. Beaucoup attendent encore que les sauveurs. Beaucoup attendent des miracles. Beaucoup passent le temps comme ça dans les salles d'église. Mais lorsqu'on laisse sa vie entre les mains des politiciens, les riches, de la société, de l'économie, de la météo, du divin, mais qu'est-ce qu'on fait? On se déresponsabilise. On ne se pose plus les questions. Et on ne se pose même pas les bonnes questions. C'est pour ça que ici, je viens t'apprendre, comme j'ai coutume à te dire, je viens t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau, à te questionner, à te poser les questions. Parce que si tu n'es pas en train de te poser des questions, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer. Tu ne vas que faire du statu quo. Et comme la vie a horreur du statu quo, mais tu ne vas que régresser. Dans la vie, ou soit tu progresses, ou soit tu régresses. Tu ne peux pas faire du surplace. Donc c'est pour ça qu'il faut à chaque fois se questionner. Pourquoi ceci? Pourquoi il y a cela? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Pourquoi est-ce qu'il y a des tensions? Pourquoi est-ce qu'il y a cette guerre au Moyen-Orient qui, depuis pratiquement plus d'un mois, bloque l'économie mondiale? Pourquoi est-ce que l'Amérique va attaquer l'Iran? Pourquoi est-ce qu'Israël attaque l'Iran? C'est quoi les motifs? Est-ce que les motifs avancés par rapport à la bombe nucléaire, ça tient la route? Est-ce que c'est normal qu'une guerre qui se passe à des milliers de kilomètres impacte l'économie mondiale? Impacte toi qui es en Afrique, dont ton pays n'a rien demandé? Aujourd'hui, tu ne peux pas te dire que faire, tu ne peux, aujourd'hui, tu ne peux pas te dire vivre décemment parce que cette guerre, à cause de cette guerre-là. C'est des questions qu'on devrait se poser. Et moi, je vous ai posé la question ici. Pourquoi? C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas les dettes, parce que la question qu'on peut se poser, pourquoi nos pays ne sont pas développés? Pourquoi l'Afrique n'est pas développée? Pourquoi est-ce qu'on parle que l'Afrique est
le continent africain, c'est le continent le plus pauvre. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de pauvreté en Afrique? Pourquoi est-ce que les pays africains sont pauvres et hyper endettés? J'ai posé la question. Et il n'y a pas que les pays africains. Mais vous avez des pays comme l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, qui sont aujourd'hui à plus de 39 000 milliards de dettes. La France est à 34 000 milliards d'euros de dettes. Le Japon est hyper endetté, presque en faillite. La Chine est hyper endettée. L'Allemagne est hyper endettée. L'Angleterre est hyper endettée, presque en faillite. Mais si tous ces pays sont endettés, et c'est le cas de plusieurs pays dans le monde, j'ai reposé la question et je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Si donc toutes ces nations-là sont endettées, à qui doivent-elles? S'il vous plaît, répondez-moi dans les commentaires. Pourquoi est-ce que tu dis que tous ces pays, tous les pays où toutes les nations sont endettées? Si elles sont endettées, donc, c'est qui leur créancier? À qui doivent-elles? Si vous ne vous posez pas cette question-là, et si vous ne cherchez pas à comprendre comment l'argent fonctionne, vous ne comprenez donc pas comment l'argent fonctionne. Si vous ne comprenez pas les dettes, ce qu'on appelle les obligations d'État, vous n'allez pas comprendre l'argent. Vous ne comprenez pas l'argent. Parce que si les États, c'est-à-dire que sont endettés, fatalement, nous aussi, les citoyens seront aussi endettés. Et je vous ai expliqué ce mécanisme de la dette. Et vous voyez que la dette aujourd'hui, c'est un système qui vient rendre ceux qui ont compris comment l'argent fonctionne. La dette, c'est-à-dire que c'est l'un des meilleurs systèmes qui permettent, c'est-à-dire que d'enrichir ceux qui ont compris comment l'argent fonctionne. Et ceux qui ont compris comment l'argent fonctionne s'enrichissent. Et ceux qui n'ont pas compris comment l'argent fonctionne s'endettent et deviennent des esclaves. Oui, l'introduction est peut-être longue, mais tu as vu, comme je t'ai dit ici, je viens t'apprendre à désapprendre. Moi, mon partage, c'est-à-dire que c'est éducation. Si je suis allé entreprendre, c'est parce que tu vois, je me pose beaucoup de questions. Et parce que je me pose beaucoup de questions, je cherche à comprendre comment le monde fonctionne. Je cherche à comprendre la géoéconomie. Je cherche à comprendre la géopolitique. Je cherche à comprendre les relations entre pays. Je cherche à comprendre d'où sont venues les tensions, parce que je ne sculpte pas le passé. L'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. On nous parle aujourd'hui même des États, c'est-à-dire que on nous parle d'indépendance. Est-ce que nous sommes indépendants? Si on a été esclavagisé, c'est-à-dire qu'il y a plus de 1600 ans, si on a été colonisé, c'est pour quelle raison? Et vous pensez que les choses ont changé? Mais je me dois de me poser cette question-là sans animosité, sans état d'âme, sans émotion, mais comprendre seulement la psychologie humaine. On dit pour comprendre, c'est-à-dire que savoir qui est devant toi présentement, il faut seulement aller regarder son passé. Pour connaître la personne qui est devant toi, va questionner son passé. Et lorsqu'on voit des tensions aujourd'hui, géopolitiques, géoéconomiques, surtout géopolitique, avec les tensions qui sont sur le détroit d'Ormuz, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que nous sommes dans un monde libre? Est-ce que nous sommes dans un monde de droits de l'homme, comme on dit? Est-ce que nous sommes dans un monde qui respecte le droit international? Quand on voit comment on est allé déporter Maduro, quand tu vois comment Donald Trump, avec les taxes douanières, est venu imposer
les règles. Et ces règles qui ont chamboulé l'économie mondiale. Quand tu entends America, il dit America first. Let make America great again. Je vous passe des discours. Quand on voit des soulèvements aussi de certains partis aujourd'hui populaires d'extrême droite. Des gens parlent sans complexe. Vous pensez que le passé a été oublié? Vous pensez que nous sommes en train d'évoluer ou nous sommes en train de régresser? Le monde s'est toujours fait par des conquêtes. J'ai coutume à vous répéter ici à chaque fois que nous sommes dans un monde de rapport de force. Que c'est les plus forts qui dictent la loi. Ça a toujours été comme ça. Avant d'être des républiques aujourd'hui, c'était des empires avant. C'était des empires. Et ils dominaient tel que par la force. Ils allaient tel que conquérir les territoires. Ils allaient tel que s'accaparer des richesses. Je suis désolé peut-être de le dire. Cet esprit-là ne les a pas quittés. On a peut-être créé des institutions afin de pouvoir calmer les choses, mais est-ce que vous pensez que les choses se sont calmées? On nous parle aujourd'hui de démocratie. Est-ce que vous pensez que nous sommes réellement dans la démocratie? Je vais de parler de rapport de force. Est-ce qu'on peut parler de démocratie dans le rapport? Est-ce qu'on peut parler de rapport de force dans la démocratie? Vous voyez que la démocratie te dit que c'est un leurre. Parce que s'il y avait la démocratie, Donald Trump ne serait pas allé de façon unilatérale enlever Maduro. Donald Trump ne serait pas allé de façon unilatérale aller bombarder l'Iran. Donald Trump ne serait pas... C'est pour vous dire que là-dedans, on se doit de faire des analyses froides. Vous voyez qu'on ne peut pas aussi, nous, Africains, on ne peut pas rester se dire que, mais, comme j'ai coutume à dire, rester dans les émotions. Quelle est la stratégie que nous, Africains, nous mettons en place? Moi, en tant qu'entrepreneur africain, camerounais, je me questionne. Je me pose aussi la question comme, quelle est la réaction de nos dirigeants? J'ai fait plusieurs vidéos aussi en interpellant nos dirigeants, en vous interpellant, en posant la question comme, quelles sont les stratégies que nos dirigeants politiques mettent en place? Nous avons connu comme ça plusieurs crises. Les plus récentes, crise de Covid. Il y a la crise énergétique, crise telle que Ukraine, Russie, où on a vu nos dirigeants aller demander du blé, demander de l'engrais. Là, maintenant, on a la grosse crise qui est là. Ukraine, israélo-américaine versus Iran. Qui bloque le détroit d'Ormuz. Qui bloque l'acheminement, c'est-à-dire que des vivres qui devaient venir en Afrique. Qui bloque le pétrole qui devait être que s'acheminer en Afrique. Qui bloque les engrais. Et d'où, pour tout citoyen normal, pour toute personne normale, je viens de parler de pétrole. L'Afrique a un sous-sol immensement riche. Nous avons dit que le pétrole, à gogo. Mais l'aberration, c'est que nous n'avons pas la technologie et la science qui permet de raffiner ce pétrole. Nous n'avons pas des raffineries dignes de ce nom. Donc nous sommes obligés d'exporter notre pétrole brut afin que ça puisse revenir, c'est-à-dire que raffiner, et ça sera vendu à prix d'or. Ce qui fait en sorte que, total des totaux, nous sommes, c'est-à-dire que nous ne sommes pas autonomes sur le plan énergétique. J'ai coutume à vous dire ici que sans énergie, on ne peut pas parler de progrès. On ne peut pas parler d'industrialisation. On ne peut pas se développer. Et on ne peut pas, c'est-à-dire que si on ne peut pas
parler d'industrialisation, on ne pourra pas produire. Produire déjà avec notre alimentation. Parce qu'il faut bien comprendre que avec le système aujourd'hui industriel ou d'agriculture industrielle intensive mécanisée, il faut de l'énergie, il faut le pétrole, il faut le gaz, il faut de l'eau, il faut l'électricité, il faut des produits phytosanitaires, il faut du plastique, il faut de la mécanisation. Mais si nous ne sommes donc pas autonomes dans tout ça, vous voyez que c'est un problème. Tu vois, je suis encore dans le questionnement. Je suis en train de te douler. Comment tu dois penser? Et tu te dois te questionner maintenant que pendant que ce conflit se passe là, à qui ça bénéficie en fait? Est-ce que tu dis que ça va bénéficier au peuple iranien? Est-ce qu'on va justement sauver le peuple iranien? Est-ce que le peuple iranien a demandé ça? Donc, j'ai dit en amont que voici les signes avant-coureurs. Parce que pendant que ces guerres sont en train de se passer, ben, c'est le monde qui souffre. L'Europe est déjà sous tension. Le manque de pétrole pèse sur l'économie. Au niveau, sur le plan, individuel, c'est quoi le prix du pétrole à la station? L'essence, le gasoil est déjà, qu'à 2 euros, à plus de 2 euros. Ça commence déjà à peser. Et aujourd'hui, on sait que sans la voiture, tu ne peux pas aller travailler. Parce que si ton lieu de travail est à 40 km, 50 km, il te faut la voiture. Et si l'essence monte à 2 euros, 3 euros, mais ça va être compliqué. C'est tes factures, c'est la facture domestique, le chauffage qui a augmenté, c'est l'électricité qui a augmenté, c'est les denrées qui ont été comme ça multipliées, les denrées alimentaires par plus de 25%. Et ça depuis la crise Covid. Depuis la crise Covid et crise Ukraine-Russie. Ajouter maintenant encore à la crise, tu vois, qui se passe au Moyen-Orient, c'est énorme, c'est beaucoup pour le contribuable. Et pendant tout ce temps-là, les salaires n'augmentent pas. Les salaires n'augmentent pas. Comment tu fais? Ton loyer a été multiplié. Donc, pour éviter donc tout cela, dans ces pays, dans les pays modernes, ici en Occident, pour éviter les soulèvements, parce que quand l'essence commence à monter et que tu ne peux pas que prendre ta voiture pour aller au travail, ben, ton cerveau va chauffer. C'est des détails comme ça qui créent des soulèvements. Et les dirigeants politiques savent ça. Et je t'avais dit que les signaux qui vont montrer que le déclin commence et la façon dont on va calmer, c'est-à-dire la population, les pauvres. Parce qu'il faut le dire, ceux qui n'ont pas compris le système monétaire, ceux qui n'ont pas compris comment la dette fonctionne, ceux qui n'ont pas compris comment l'argent fonctionne, on va leur proposer des chèques cadeaux. Chèques pour l'achat, c'est-à-dire que du carburant. Je vous l'avais dit ou pas? Voilà les signaux qui montrent. Pour vous qui êtes ici en France, le gouvernement, c'est-à-dire que le connu, propose un chèque cadeau. Et le chèque cadeau, c'est quoi des fois? C'est 200 euros. 200 euros par an. Un chèque de 200 euros sur un an. Mais le cadeau qu'on te fait, c'est quoi? C'est 10 centimes par litre. 10 centimes par litre. Et tu as un chèque de 200 euros. Lorsqu'on va te donner ce chèque, tu vas dire quoi? Ah oui, le gouvernement est généreux. Mais sauf que le gouvernement, l'État, ce que l'État ne te dit pas, surtout l'État français. L'État français prélève les taxes à la pompe. Lorsque tu vas prendre le carburant, tu as la TVA que tu payes.
Et l'État fait payer encore des taxes sur les taxes. L'État fait payer les taxes aussi aux fournisseurs, c'est-à-dire que du pétrole. Donc, l'État est doublement gagnant. Donc, dans ce jeu-là, l'État gagne double. Et on vient te donner 10 centimes, 200 euros. Avec tout ce que je viens de citer, tu vas aller payer la TVA sur l'alimentation. Payer la TVA, tu as énormément de taxes comme ça que tu payes. Tu vas payer le transport. Tu vas payer tout ce que tu payes. C'est-à-dire que ça te coûte, mais ton salaire ne monte pas. Mais l'État fait ça pourquoi? L'État fait ça tout simplement pour éviter qu'il y ait des soulèvements, pour éviter qu'il y ait des crises sociales. Donc, pour toi, peut-être qu'il n'avait pas compris comment l'argent fonctionne, ou peut-être qu'il n'avait pas vu cette vidéo, je vais t'inviter vraiment à aller voir cette vidéo. Parce que c'est des masterclass que je partage ici. Donc, comment l'argent fonctionne? Donc, est-ce que tu dis que c'est un chèque de 200 euros que nous avons besoin? Non. Certains te disent que l'État, pays courageux comme l'Espagne, et eux, ils ont carrément baissé le prix. Baissé le prix à la pompe. L'Allemagne a baissé le prix à la pompe. Pourquoi la France veut plus te donner un chèque cadeau? Et tu comprends, quand on commence à te faire un chèque cadeau, ce n'est pas un cadeau. Parce que c'est nous qui allons payer ça, pas les impôts encore. Et si l'État fait plutôt baisser, est-ce que c'est le contribuable qui est gagnant? Ou est-ce que tu dis que c'est les compagnies pétrolières qui vont sortir de la gagnante? Donc tu vois que cette guerre qui est en train de se passer au Moyen-Orient, c'est en train d'enrichir énormément ceux qui ont compris comment l'argent fonctionne. C'est en train d'enrichir les compagnies pétrolières. C'est en train d'enrichir massivement même les États-Unis. Donald Trump, il est content. Il le dit, il ne le cache pas. Il le dit, pendant que le détroit est bloqué, il voit des tankers arriver massivement aux États-Unis vides et repartis pleins. Oui, parce que l'Amérique est autosuffisante sur le plan énergétique. L'Amérique produit, c'est-à-dire que assez de pétrole. Leur pétrole liquéfié, le gaz de schiste. Donc, pendant que ce conflit se fait, ils amassent énormément de sous. Les compagnies pétrolières, les compagnies pétrolières gagnent énormément d'argent. Parce que pendant que ça se corse là, ils augmentent les prix. Les compagnies pétrolières qui sont cotées en bourse, les investisseurs, ceux qui ont investi sur le pétrole, gagnent énormément d'argent. Ils sont dans la spéculation. Eux, ils gagnent énormément d'argent. Pendant que les personnes ordinaires souffrent. Je ne sais pas si tu comprends. Et je t'avais expliqué comment fonctionne donc l'argent. Comment fonctionne la dette? Pourquoi les pays sont endettés? À qui doivent donc nos nations? Nos nations doivent à la Banque mondiale, FMI, les fonds d'investissement, les fonds de pension, les banques commerciales et les multimillionnaires milliardaires qui investissent. Parce que les États aujourd'hui ne produisant plus rien. Tu vois, l'État n'est pas souverain. L'État français, lui, elle n'est pas souveraine sur le plan énergétique. L'État français n'a pas de puits de pétrole ou n'a pas autant de raffineries. Donc, la France, l'Europe dépendent des importations. C'est la Russie qui fournissait d'abord, avant, l'énergie à l'Europe. Avec le conflit Ukraine-Russie, les ventes ont été bloquées. Ils sont maintenant dépendants du Moyen-Orient. Avec les conflits du Moyen-Orient, c'est la catastrophe. C'est la cata en Europe. L'Allemagne te dit que c'est pareil. L'Allemagne, la locomotive de l'Europe. L'économie te dit qu'elle est bloquée. Les industries te dit que fonctionnent au ralenti. Il y a beaucoup de délocalisation et beaucoup de chômage. Parce que l'Allemagne te dit qu'elle n'est pas autonome sur le plan énergétique. Donc, tu vois, voilà donc comment les pays font, les nations font pour s'endetter. N'étant plus autonomes sur le plan, ou souveraines,
que ce soit sur le plan alimentaire, énergétique, sur le plan de l'éducation, sur le plan technologique, de la technologie, sur le plan de la science, sur le plan même de l'armement. Tiens, pendant qu'on parle d'armement, c'est l'industrie aussi d'armement qui se frottent les mains. Est-ce que tu sais qu'un missile comme le missile, le Tomahawk, un Tomahawk se produit, c'est-à-dire qu'à 3 millions d'euros. Un missile seul coûte 3 millions d'euros. Et on dit pour fabriquer un missile, il faut au moins, c'est-à-dire que 3 mois. Et qu'il fabrique comme ça, c'est-à-dire que 100 missiles, c'est-à-dire que c'est 100 missiles par an. Donc tu imagines que combien de missiles Tomahawk les Américains ont déversés en Iran. On parle de milliers de missiles. Ça chiffre en combien de milliards de dollars. Donc c'est l'industrie de l'armement qui s'enrichit. Ils vont encore renouveler le stock. On parle des drones. Donc c'est l'industrie de l'armement qui, ils se frottent les mains. Ceux qui ont investi dans l'armement vont se frotter les mains. Pendant que, malheureusement, il y a des pertes sur le plan des infrastructures, il y a les pertes en vies humaines, mais il y en a qui s'enrichissent. Les investisseurs, eux, ils voient leur coût en bourse monter, ils voient comment le chiffre au niveau de la bourse monte. C'est sans état d'âme. Sans état d'âme. Nous sommes dans un monde capitaliste. Donc, quand on vient parler ici maintenant des droits de l'homme, de la démocratie, vous voyez que le capitalisme a effacé la démocratie. Je vous l'ai expliqué ici quelque part. Les pères fondateurs du capitalisme, les Franklin Roosevelt, les Rockefeller, JP Morgan, Henry Ford, les frères Lumière, les Rothschild, tous ces milliardaires, même les milliardaires contemporains aujourd'hui, les Mark Zuckerberg, les Jeff Bezos, tous ces multimilliardaires, tous ces milliardaires contemporains ne partagent que le même canevas, l'enrichissement personnel. Là, je vais dire ici, le monopole au détriment des États. Oui, tous les milliardaires que vous connaissez. C'est le même canevas. Et je vous ai donné le canevas. Et ça a été... c'est des combats qui se sont perpétués. Hein. Les riches ont tout fait afin de pouvoir avoir les politiques à leur contrôle. Et tu vois que c'est les riches aujourd'hui qui ont le contrôle sur les politiques. Parce que les riches créent de la valeur. Comme je t'ai dit, le système Rockefeller vont vers l'intégration verticale. Et ça a commencé par quoi? Par les industries. Intégration verticale, industrie pétrolière, le pétrole, tu as engrais, tu as les engrais, tu as l'essence, tu as le carburant, tu as le plastique, tu as... Et même dans l'industrie telle que pharmaceutique, les médicaments, tu as l'hélium, tu as beaucoup de dérivés. Intégration verticale. Vont chercher maintenant aussi à financer la recherche. Ils ont la recherche. Financer maintenant aussi le politique, afin que le politique puisse voter des lois qui vont dans leur sens. Ils vont créer des holdings ou des trusts afin de pouvoir se rassurer que sur le plan juridique, sur le plan fiscal, que leur société n'est pas, tu vois, rattachée à leur nom, dans le cas où on veut peut-être les attaquer, qui ne perdent pas les sociétés. C'est encore de la stratégie. Vont aller créer maintenant des fondations afin de venir blanchir leur image. Mais la fondation
Comme j'ai coutume à vous dire aussi, c'est des philanthropes capitalistes. Dans cette fondation-là, ils mettent tout leur argent parce que l'argent qui est dans la fondation est exonéré des taxes. Cet argent va bénéficier à leur famille de génération en génération. Donc, lorsqu'ils ont donc monté des structures comme ça, ayant le contrôle maintenant sur l'ensemble des chaînes de valeur, vous voyez que les États, c'est-à-dire que n'ont plus rien. Les États sont obligés d'aller s'endetter. Pourquoi c'est-à-dire que l'État fonctionne? Pourquoi l'État fasse fonctionner la cité? L'État est obligé donc d'aller s'endetter auprès de la Banque mondiale. La Banque mondiale, c'est qui? Qui finance la Banque mondiale? C'est les pays. C'est encore même d'autres multimilliardaires qui sont actionnaires. Ces mêmes multimilliardaires qui sont actionnaires à la Banque mondiale, qui continuent à défendre les intérêts. C'est les fonds d'investissement, c'est les fonds de pension, c'est les banques commerciales. Quels sont ceux qui détiennent ça? C'est encore les mêmes riches qui ont compris comment l'argent fonctionne. Il y a la banque centrale qui est là, qui fabrique donc l'argent. C'est la banque centrale qui fabrique l'argent. La banque centrale fabrique l'argent à partir de rien. À partir de rien. Parce qu'avant, je t'avais dit, l'avant, l'argent, la monnaie était arrimée à l'or. Donc, il fallait, c'est-à-dire que pour cela, pour autant, c'est-à-dire que d'argent, il fallait avoir autant d'or dans la réserve. C'est l'or qui garantissait l'argent, la monnaie. Mais en 1971, Nixon, c'est-à-dire a cassé ce pacte. Il a dit que la monnaie ne devait plus être arrimée à l'or, que le dollar ne serait plus arrimé à l'or. Et pourquoi il a dit? Il a dit, c'est-à-dire que parce que tu as vu comme là maintenant les tensions, c'est-à-dire au Moyen-Orient, ça coûte cher. L'Amérique est déjà à 39 000 milliards de dollars de dette. Tu penses qu'elle va faire quoi pour rembourser? Et plus c'est-à-dire que la dette est élevée, plus les taux d'intérêt sont élevés. Parce que le problème c'est-à-dire que de Donald Trump, c'est de faire baisser le taux d'intérêt pour que la banque centrale puisse baisser, leur banque centrale qui est la Fed, puisse baisser les taux d'intérêt pour les ménages et même pour le pays et même pour les investisseurs, pour que l'économie c'est-à-dire que soit aille de façon croissante. Mais c'est le contraire qui est en train de se faire avec ce conflit-là. Avec le fait que la vie devienne de plus en plus chère. Avec le fait que l'économie soit bloquée. Mais la Fed va faire quoi? La Fed va seulement encore augmenter les taux d'intérêt, ce qui va encore créer l'inflation. Et si ça, c'est rude, on peut être dans l'hyperinflation qui peut créer l'effondrement. Donc, voilà donc comment, tu vois, l'inflation se crée. Donc Nixon, le président Nixon a constaté ça. Qu'est-ce qui a donc créé le truc aussi? C'est parce qu'ils étaient pendant la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam les a coûté cher. Donc, ils perdaient leurs réserves en or. Donc, le président Nixon, de façon unilatérale, a demandé de sortir, qui va sortir de cet accord qui consistait à endosser le dollar sur l'or. Mais le président Nixon le fait pourquoi? Parce qu'il est en position de force. L'Amérique était la première puissance mondiale. Et comment l'Amérique a été la première puissance mondiale? C'est après, c'est-à-dire que la première et la deuxième guerre mondiale. Parce qu'avant, c'est l'Angleterre qui était la première puissance économique, la première puissance mondiale, le plus grand empire. Son empire s'étendait de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique latine, de partout. Et c'est la livre sterling qui était la monnaie commerciale. Mais, comme je t'ai expliqué aussi, les guerres sont coûteuses, les guerres sont très coûteuses, les guerres aussi que détruisent. Donc la première et la deuxième guerre mondiale a détruit l'économie anglaise. Et l'Amérique aussi s'est bien rassurée de pouvoir mettre à genoux l'Angleterre. C'est pour ça que je te parle ici, de comprendre comment le monde fonctionne. Qu'on ne soit pas dans les émotions. Vous voyez qu'entre eux alliés, ils ne se font pas de cadeaux. Parce qu'ici, en relation internationale, il est question d'intérêt. Il n'y a pas d'amitié, c'est les intérêts qui priment. L'Angleterre a sollicité l'aide de l'Amérique et il n'y a même pas non plus d'aide. Ils ne font pas dans la charité. Parce que quand on est en Afrique, aide ceci, aide au logement, aide
aide au développement, aide aux médicaments. Non, ce ne sont pas les aides. Ils ne sont pas dans la charité. Ce ne sont même pas nos frères. Alors, il faut qu'on se mette ça dans la tête. Donc, l'Amérique, à chaque fois, a demandé que l'Angleterre paye comptant. L'Angleterre avait besoin des armes. Il a fallu qu'il paye comptant. Avec les réserves d'or. L'Amérique a épuisé toutes les réserves d'or anglaises. Et a pris toutes les sociétés, les grands fleurons. A pris tous les territoires. Les bases américaines qui sont là aujourd'hui, c'était les territoires anglais. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, c'est comme ça que donc, l'Amérique prend la première place. Après 1945. L'Europe étant décimée, c'est l'Amérique qui vient donc faire le plan Marshall en prêtant massivement de l'argent à l'Europe pour la reconstruction de l'Europe. Et dans la foulée, c'est comme ça qu'on crée donc le FMI, la Banque mondiale. Et le FMI et la Banque mondiale se trouvent où? Ça se trouve aux États-Unis. Et c'est comme ça que l'Amérique impose que ce soit le dollar qui soit la monnaie commerciale. Est-ce que tu comprends pourquoi le dollar est la monnaie commerciale aujourd'hui? C'est parce que l'Amérique, ayant profité de la faiblesse de l'Europe, parce que c'est l'Europe qui règne, a pris les premières places. Et c'est pour te faire comprendre que c'est le fort qui dicte la loi. Donc c'est comme ça qu'on crée donc, après avec la guerre, on crée l'ONU, on crée toutes ces institutions-là, l'OMS, l'OMC. Tu vois que c'est des institutions qu'on a créées, ils ont créé pour leur protéger eux. L'OMC, qui est l'Organisation mondiale du commerce, l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, ils ont créé l'ONU avec tous ces droits de l'homme. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ces droits de l'homme sont respectés? Ils ont créé ces droits-là pour leur protéger eux. Ce sont eux qui ont les droits de veto à l'ONU. Est-ce que nous avons le droit de veto? Ils ont créé ces lois après la Deuxième Guerre pour se protéger. Donc c'est comme ça que Nixon sort donc du dollar. Elle sort donc de cet accord de réserve d'échange. Or, c'est pour te faire comprendre comment l'économie fonctionne. Donc maintenant donc, comment on se retrouve avec le pétrodollar? Quand il sort donc de cet accord de l'or, ben, le dollar commence aussi à vaciller. Parce qu'à force d'imprimer le dollar s'imprimant, c'est-à-dire que ça, le dollar s'imprimant aujourd'hui à partir de rien. Tu as vu que c'était pour t'expliquer pourquoi la Banque mondiale, pourquoi je dis que la Banque mondiale exprime. La banque, je veux dire, bon, la Banque centrale imprime de l'argent à partir de rien. Je t'explique le mécanisme. Si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, tu ne comprendras pas comment l'argent fonctionne. Donc voilà comment on imprime de l'argent à partir de rien. Parce qu'avant, la monnaie se reposait sur l'or. Et l'or, tu vois que c'est une valeur qui est refuge. L'or, tu ne peux pas l'imprimer. C'est une valeur réelle, tangible, que tu ne peux pas imprimer, tu peux la dupliquer. Mais alors que l'argent, la monnaie, c'est un papier qu'on peut imprimer à volonté. Donc l'Amérique imprimant à volonté a commencé, c'est-à-dire qu'après, a plutôt créé quoi? A plutôt créé, c'est-à-dire que de l'inflation. A créé de l'inflation. Ben, lorsqu'elle a vu que ça crée l'inflation, elle a donc, l'Amérique est allée faire ce deal avec l'Arabie Saoudite. Où tu entends le pétrodollar. En 1973, ils ont fait ce deal que moyennant protection, moyennant le fait qu'ils vont vendre leurs armes à l'Arabie Saoudite, il faudrait que l'Arabie Saoudite vende son pétrole en dollars. C'est là où est né le pétrodollar. Donc maintenant, le dollar était arrivé au pétrole. Et comme le pétrole, c'est une énergie qui est demandée, c'est l'énergie qui permet de faire fonctionner l'économie, qui permet de faire fonctionner l'industrie, qui permet d'apporter le progrès, d'apporter le progrès. Donc tout le monde dépend du pétrole. Donc si la Chine a besoin du pétrole, elle se doit de convertir son yuan en dollars pour acheter le pétrole. Si je sais pas, le Japon a besoin, si la France a besoin, voilà comment tu as dit que le dollar s'est retrouvé comme monnaie de confiance. Tout le monde s'est retrouvé en train d'utiliser le dollar parce que le dollar, tu as dit que voilà,
c'est l'Amérique. L'Amérique est la première puissance. L'Amérique est puissante économiquement. Les gens ont fait confiance au dollar. Et c'est comme ça qu'ils ont dormi leur système. Donc, tu comprends donc quand la banque centrale commence à fabriquer de l'argent à partir de rien, ceux qui comprennent comment l'argent fonctionne, ils font quoi? C'est les qui? Ce sont ces milliardaires, ces riches-là, qui ont créé le système. Donc, la banque centrale va créer l'argent à partir de rien. La banque commerciale, appartenant encore aux riches, parce que c'est les riches qui ont les banques, va prêter de l'argent à un faible taux d'intérêt, quand l'argent ne coûte rien du tout. La banque centrale va prêter tel qu'à l'État. Ça s'appelle obligation d'État. Les riches, eux, ils ont compris comment l'argent fonctionne. Vont venir prêter de l'argent maintenant aux banques commerciales, aux banques d'affaires, avec des taux d'intérêt très faibles, des fois de 2%, vont aller créer des sociétés, vont capitaliser ces sociétés-là, vont mettre des sociétés en bourse, et vont ouvrir donc leur société aux investisseurs ordinaires. Un riche qui va prendre un crédit qui peut être de 10 milliards à 2%, va aller coter sa société en bourse. Les investisseurs ordinaires qui viendront investir massivement. Si derrière, le retour sur investissement lui fait que du 10% ou du 15%, tu vois que lui, il a pris à 2%. Et il fait un bénéfice de 15%. C'est lui qui est gagnant. Il a compris comment l'argent fonctionne. L'État va venir donc prêter son argent aussi au fond, va venir prêter de l'argent au fonds d'investissement, au fonds de pension, au fonds, c'est-à-dire que souverain, à des multimillionnaires, multimilliardaires. Donc même toi-même, l'investisseur ordinaire, tu achètes les bons, les obligations, c'est-à-dire les obligations d'État. Donc c'est ce qu'on appelle obligation d'État. Parce que comme les États aujourd'hui, comme je dis, ne sont pas souverains comme là présentement, la France fait ce chèque de 200 euros, va faire ce chèque de 200 euros, parce qu'elle n'est pas souveraine sur le plan énergétique. Parce que les raffineries qui sont là, elle n'a pas assez de raffineries. Parce qu'elle ne peut même pas, elle n'a même pas de puits de pétrole. Et que s'il y a des puits de pétrole, ça appartient aux actionnaires privés. Donc voilà donc comment elle se retrouve, quand je dis elle, la France, ou l'État se retrouve obligé de continuer à aller s'endetter. Donc tu comprends maintenant, quand je pose la question, si nos nations sont endettées, à qui doivent-elles? Si tu as compris ce que je dis là, réponds-moi dans les commentaires maintenant, à qui doivent nos nations? Si tu as bien compris. Nous ne sommes pas à l'école, hein, mais je pense que je prends assez de temps comme ça pour t'expliquer la pédagogie. Tu comprends donc maintenant à qui doivent nos nations? Est-ce que tu penses que nos nations, c'est-à-dire que pourront rembourser ces dettes-là, les montants astronomiques que tu entends? Tu comprends donc que le système a été fait pour que les pays soient endettés. Le système a été fait pour que les pays soient en inflation. Parce que lorsqu'il y a l'inflation, les pays vont aller s'endetter, vont aller emprunter de l'argent. Et avec les mécanismes, comme je viens de le dire là, les pays doivent maintenant soutenir les crises sociales. On va commencer à faire les chèques. Parce que toi, maintenant, la personne ordinaire qui n'a pas compris comment le système fonctionne, qui est juste resté là, prend le paradigme que les riches ont mis en place. Aller à l'école, obtenir des beaux diplômes, avoir un travail correct, avoir un bon salaire, travailler comme ça pendant 40 ans, attendre la retraite. Mais le travail comme ça pendant 40 ans, mais tu vois que tu es secoué par la vie chère. Tu travailles, ton salaire n'augmente pas. Mais le coût de la vie ne fait qu'augmenter, il y a l'inflation. On a des crises qui sont là comme là maintenant. Depuis pratiquement 6 ans, on ne vit que de crise en crise. Crise, c'est-à-dire que sur sanitaire, crise Ukraine-Russie,
crise maintenant, crise énergétique, et non, des fois même crise environnementale, c'est les vents violents, c'est les ouragans, ça ne fait qu'impacter l'économie. Mais pendant ce temps, ton salaire ne monte pas. Donc, pour pouvoir donc calmer la ladeur, pour ne pas faire qu'il y ait des soulèvements, ceux qui ont compris comment l'argent fonctionne, ces riches qui ont créé des sociétés, qui ont mis le système en place, qu'on ne soit que des personnes dociles, loyales, qui ne posent pas de questions, qui ne sont pas là à se questionner, mais pourquoi tu as dit que le système est ainsi? C'est viable, conviable, comme ça pendant 40 ans. Mais on te donne que le strict minimum pour que tu ne puisses pas te plaindre. Et le strict minimum, même, tu vois que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts parce que lorsque tu as commencé, que tu es marié, que tu as des enfants, et que tu dois payer l'école pour tes enfants, tu dois payer la santé, tu dois les nourrir, tu dois faire en sorte qu'ils deviennent des bons citoyens pour demain. Les laisser aussi un avenir prospère, un héritage. Tu fais comment? Le système te pousse donc à aller t'endetter. Voilà comment le système va te pousser à aller prendre un crédit. Crédit tel que immobilier. Oui, parce que tu vas vouloir la sécurité. Crédit immobilier pour 25 ans. À quel taux d'intérêt? Avec un taux d'intérêt des fois tel que de... Pour ici en Occident, le taux d'intérêt est à 3%, 3,17%, des fois 4%. En Afrique, alors, n'en parlons même pas. Et ça, c'est pour le logement, pour la maison. Quand on parle maintenant aussi des crédits territoriaux, de consommation, tu vas aller prendre les crédits de consommation dès que pour la voiture, pour la télé, pour les canapés, pour la table, pour la gazinière, pour les chaînes filles, pour le frigo, pour le... avec des taux d'intérêt des fois de 20 à 25%. Et je viens te dire que le riche, lui, il prend 10 milliards à 1%, à 2%. Toi, tu viens prendre le crédit pour meubler ta maison à 25%. Dis-moi, c'est qui le pigeon là-dedans? Et ces crédits-là, ça ne te rapporte pas. C'est des passifs. C'est des passifs. Or que le riche, lui, prend l'argent pour créer de la valeur, pour créer de la richesse, pour avoir sa liberté. La liberté financière. Or que le commun, la personne ordinaire, on l'emprisonne dans la dette. La personne devient donc esclave de la dette. Donc, tu vois, quand tu prends un crédit pour 25 ans, tu deviens esclave de cette dette-là. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. C'est comme ça que moi j'ai pensé donc, avant d'aller entreprendre. J'ai compris que le monde qui est là, on ne peut pas changer le monde, tu vois, par les émotions, par la haine, par la détestation des autres. Mais c'est de comprendre seulement comment l'humain fonctionne, comment le cerveau humain fonctionne. Tu as vu que même entre eux, ils ne se font pas de cadeaux. Ce n'est pas une... Tu vois, l'Amérique avec l'Europe, des alliés de tous les jours, de tous les temps, depuis 150 ans, ben, ils sont aujourd'hui en froid. Tu vois, la Chine avec l'Amérique sont en froid. Tu comprends donc, ils ne sont pas là pour se faire des amis. Donc, il ne faudrait pas que nous, les Africains, nous sommes aussi naïfs à penser que nous, à chercher les sauveurs, à dire que non, on ne veut pas la France, on ne veut pas l'Occident. Parce que ce sont eux qui ont fait, maintenant, on va t'ouvrir les bras. Naïvement aussi, maintenant qu'on dit la Russie. Non, attention, je ne dis pas ici que... Mais je ne dis pas qu'on ne se doit pas de changer de partenaire. On peut changer les partenaires, mais être intelligent. Elle dit maintenant que c'est la Chine, que la Russie et la Chine, chacun vient chercher ses intérêts. Même la Chine qui est là, elle cherche, ce sont ses intérêts en premier. Tu vois que son objectif aussi était que c'est d'avoir l'hégémonie, de prendre la première place. Parce qu'elle sait d'où elle vient, la Chine sait d'où elle vient. La Chine aussi a été martyrisée, la Chine aussi a été humiliée par l'Occident. Donc la Chine, ce qu'elle a fait, elle s'est recroquevillée sur elle-même. Elle a travaillé sur ses forces et sur ses faiblesses. Aujourd'hui, elle est l'usine du monde.
Donc, quand elle vient aussi s'imposer, prendre la première place. Donc, quand la Chine vient investir tel qu'en Afrique, les prêts, les aides, ce ne sont pas les aides. Elle fait exprès, c'est-à-dire que de nous endetter, d'endetter nos nations. Parce qu'elles savent comment elles viendront récupérer plus tard. Parce que quand nos nations sont incapables de rembourser, ben on va vous dire, cédez vos gisements de minerais, cédez vos gisements d'or, d'uranium, de colbate, de coltan, de diamant, de cuivre, de fer, de zinc. Cédez vos ports, cédez vos aéroports, cédez vos plantations, cédez vos industries. C'est comme ça que dans les années 80, on est venu avec les plans d'ajustement structurel imposer, c'est-à-dire que la privatisation des entreprises nationales, des industries nationales que nous avions en Afrique, des peu d'industries que nous avons. Parce qu'au sortir même des indépendances, combien d'industries on avait? Est-ce que le but était qu'on s'industrialise? Est-ce que le but était qu'on soit en train de transformer nous-mêmes nos matières premières? Est-ce que le but c'était de créer la valeur? C'est des accords aussi qu'on se doit, des questions qu'on se doit de poser à nos dirigeants. En toute honnêteté, c'est quoi ces accords? Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi, tel que plus de 70 ans plus tard, on ne soit pas développé? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces infrastructures-là? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas des institutions fortes? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas aujourd'hui des dirigeants tels que forts? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas une juridiction forte? Pourquoi nous n'en avons pas? Pourquoi est-ce qu'on est toujours déstabilisé comme ça, tel que sur le plan, je veux dire, sécuritaire? Pourquoi est-ce qu'on attend toujours de l'aide des autres? Est-ce que c'est des aides? Il faudrait que nos dirigeants aussi aient le courage de nous dire que ce ne sont pas des aides. Parce qu'eux, en face, ils disent que ce ne sont pas des aides. Ce n'est pas de la charité. Eux, ils viennent faire les affaires. Donc, quand ils donnent et que nous sommes incapables de rembourser, ils viennent prendre. Et qu'aujourd'hui, la démocratie, il n'y a pas de démocratie. C'est le même rapport de force qui est toujours là. Même avec la force, ils viennent prendre. Donc, mes propos ici, c'est de venir nous faire comprendre que, au lieu de rester là, à ressasser le passé, à se lamenter, c'est de comprendre comment le monde fonctionne. Que le monde aujourd'hui, tel que c'est, est régi par la force. Et que si on veut, c'est-à-dire que devenir riche, on peut devenir riche. L'Afrique est riche. Riche par son sous-sol. Riche déjà même pas sa ressource qui est la ressource humaine. Nous sommes, c'est-à-dire que le continent le plus jeune. Parce que lorsque tu regardes en Europe, c'est le déclin sur le plan démographique. Tu regardes l'Amérique, c'est le déclin sur le plan démographique. Tu regardes l'Asie, c'est le déclin, c'est des vieux. Tu vois le Japon, ils sont vieux. C'est ça qui empêche la croissance en fait. La Chine, le peuple, bien qu'il soit 1 milliard, mais c'est une population vieillissante. C'est ça qui freine la croissance. Or que nous sommes jeunes. Qui dit jeune, on parle des bras qui vont travailler. Donc on se doit de repenser maintenant notre modèle. Donc si tu as compris le partage, tu as compris le processus que j'ai déroulé ici, pour comment t'as dit qu'ils ont fait pour devenir riches, c'est comme ça que tu dois le faire. Tu te dois de faire l'inverse de ce que tu es en train de faire là maintenant. Tu vois que le système t'a amené plutôt dans la consommation. Commence maintenant, peut-être que si tu veux devenir riche, comme je t'ai dit, commence à paraître pauvre. Commence à paraître pauvre. Si tu veux devenir riche, commence à paraître pauvre ici, c'est quoi? C'est de comprendre que ton revenu, ce n'est pas la richesse. Je ne sais pas combien tu gagnes aujourd'hui. Même si tu gagnes 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 20 000, peu importe le montant, le revenu, ce n'est pas la richesse. Donc, quand je dis paraître pauvre ici, ce n'est pas je ne te demande pas d'être comme un clochard, de vivre comme un parvenu, ou de vivre d'être seul. Non. Paraître pauvre va te sauver à tout égard. Parce que vous êtes les premiers ici à dire que non. Si
Si on ne prospère pas sur le plan personnel, c'est parce qu'il y a trop de jalousie en Afrique. C'est parce qu'il y a trop de haine. C'est parce qu'il y a trop de sorcellerie. C'est parce que les gens ne veulent pas nous voir évoluer. Mais oubliant que vous êtes le problème. Oubliant que toi, tu es le problème. Lorsque tu perçois ton salaire et que tu as 2 000 euros, tu as 3 000, tu as 5 000, tu as 10 000, tu sais que tu as quitté l'Afrique où le SMIC est des fois 35 000 francs CFA. Quelle est ta réaction? Ta réaction, telle que première, c'est de prendre la grosse tête. C'est de commencer à bomber le torse. À aller dire à tout le monde comment tu gagnes 3 000 euros, comment tu gagnes 5 000 euros. Commencer à manquer de respect même à tout le monde là-bas. Des fois, à tort ou à raison. Des fois, tu le fais même de façon comme ça, naïve, où tu exprimes ta joie sans arrière-pensée. Mais tu oublies que tu as laissé les gens là-bas avec. Certains ne travaillent même pas. Ceux qui travaillent touchent 40 000, touchent 50 000. Les cadres là, c'est 150 000. Toi, tu viens brandir un salaire de 5 000. Mais c'est normal que, malheureusement, tu t'attires de la jalousie, tu t'attires de l'envie, tu t'attires de la convoitise. Et tu vas t'attirer des personnes qui viendront toujours te demander tout le temps. Je trouve malheureux qu'on soit en train de dire que mais si on n'avance pas, c'est à cause de la famille, c'est parce que la famille nous freine, c'est parce que la famille nous demande, Mais si la famille te demande, c'est parce que tu montres les signes extérieurs de richesse. C'est parce que tu allais leur expliquer que tu gagnes beaucoup d'argent. Si tu vivais tel que pauvrement, que tu ne montrais pas, que ton revenu était tel que plutôt privé, au lieu d'être public, au lieu d'aller dépenser, c'est-à-dire que dans les maquis, lorsque tu arrives, tu poses les bouteilles de maquis privés. Tu intègres maintenant les notions d'éducation financière. Tu te formes. Tu comprends comment, je t'ai expliqué là comment l'argent fonctionne. Que tu dois mettre un système automatique d'épargne et d'investissement. Tu comprends aussi que dans ton montant, tu peux mettre 20% pour l'épargne. Tu commences aussi à intégrer tout le système de vivre tel que pauvre. Tu n'achètes pas, c'est-à-dire que les signes extérieurs de richesse. Pas de vêtements de marque ostentatoire. Pas de chaussures pointillées, pas de costumes. Pas de grosses voitures qui vont taper à l'œil, qui vont attirer l'attention. Pas des montres de luxe. Tu ne vas pas aller manger tel que tous les jours dans les grands restos. Pas les voyages ostentatoires, les voyages parce que tu vas aller mettre sur ton statut Facebook, YouTube, Instagram. Tu ne vas pas aller prendre 50% de ton salaire pour aller mettre dans un loyer. Donc, tu essaies de trouver un loyer, allez, qui prendra peut-être 20 ou 25% de ton salaire. Oui, vis de façon modeste. La modestie ici ne veut pas dire que d'aller vivre dans les lobbies. Non, mais tu baisses ton standing parce que tu es en train de construire ta richesse. Baisse ton standing. Ne cherche pas le statut. Ne cherche pas à apparaître. Oublie le candidaton. Et c'est toi qui sais comment tu es là, tu bâtis ta fortune. Sors des crédits de consommation. Je te dis que les crédits de consommation te coûtent 25%. Sors des crédits de consommation. Achète chaque chose que tu veux cash. Donc, si c'est la voiture que tu vas vouloir acheter parce que tu vas peut-être me dire, mais Thierry, mon travail, je travaille plus de 50 km. Tout dépend encore. Quand tu travailles dans les grandes villes comme Paris, dans les grandes villes où c'est desservi en transport en commun, prends le transport en commun. Mais si ce n'est pas possible aussi, je vais te demander d'acheter des voitures d'occasion. Voitures d'occasion. Cash. Tu peux prendre une voiture de 3 000 euros, 4 000 euros potable. Cash. Tu fonctionnes avec. Ne suis pas le candidaton. Ne va pas prendre la grosse voiture parce que tu as vu ton ami acheter la grosse voiture. Allez acheter une voiture aujourd'hui de standing peut-être de 30 000, de 40 000, de 50 000 euros. Tu t'enchaînes. Tu deviens esclave.
Et tu retardes ta création de richesse. Donc, une fois que tu as mis ce système, entre-temps, si tu te formes, et je te dis ici que les secteurs qui te permettent de gagner beaucoup d'argent, même en période de crise, tu as vu, je viens de te parler du pétrole. Tu peux donc maintenant te former, comprendre comment que le système financier fonctionne, comprendre comment la bourse fonctionne, comprendre comment le business fonctionne. Parce que l'enrichissement se fait où? Les piliers d'enrichissement, c'est quoi? C'est la bourse, c'est l'immobilier, c'est le business. Mais c'est le business qui accélère l'enrichissement. Je t'ai expliqué les mécanismes. Comment les riches font. Ils ont créé des industries. Ils ont créé des business. Ils sont ces business qui les rendent riches et ils ont le monopole sur ces business-là. Donc, si tu vas aller investir en bourse, ne va pas investir que sur les valeurs spéculatives. Ah, tu vas entendre là où tout le monde va. Non. Ah, tu vas entendre que en ce moment, que c'est Nvidia, c'est en train de monter, la bourse est en train de monter, les actifs technologiques. Va vers ces actifs annuels dont personne ne parle. Le pétrole, l'électricité, le gaz, l'eau, l'alimentation, les médicaments. Ce sont des actifs comme ça dont personne ne parle, qui te donnent des gains, pas ostentatoires, mais des gains qui sont là constants. Parce que peu importe les crises, peu importe les effondrements, ces actifs-là resteront toujours là. Tu investis. Tu peux te dire que aussi maintenant, prends ton courage. Bien te former dans le secteur de l'agroalimentaire, te lancer dans l'agriculture, te lancer dans l'agro-pastorale. Et quand on parle d'agriculture, tu vois que c'est vaste. Mais moi, je vais te demander ici d'aller acheter les terres. Acheter les terres. Et quelles sont les spéculations que tu dois prendre? Bien choisir maintenant tes spéculations. Toi qui es ici de la diaspora, je vais te demander d'aller vers l'agroécologie. L'agroécologie. Planter les arbres. Je vais te dénicher ici des cultures qui sont hautement rentables, que même sur un hectare, tu changes ta vie. Je t'ai parlé du Nijansan, du Bitakola, de la Kola Kuminata, de la culture du poivrier. Tu n'as pas la connaissance dessus, forme-toi. Mais tu vois que tu fais tout ça en silence. Tu ne parles pas. Tu ne fais pas de bruit. Tu vas planter tes 1 hectare de poivrier, tu ne fais pas de bruit. Tu vas planter tes 2 hectares de Bitakola, tu ne fais pas de bruit. Tu vas planter tes 20 hectares de manioc, tu ne fais pas de bruit. Tu ne parles pas. Tu fais tout ça en douce, en silence. Parce qu'à partir du moment où tu vas commencer à parler, tu vas t'attirer tel que des jaloux, tu vas t'attirer tel que de la haine, tu vas t'attirer de la convoitise. Les gens vont commencer à te demander, on va dire, ah, tu as de l'argent, tu vas aller faire un état de poivrier. Un état de poivrier, ça coûte combien? Tu as dépensé quoi? 30 000 euros? 30 000 euros? Oh, c'est combien assez fort? Ah, ça veut dire que tu as beaucoup d'argent. Ah, tu as fait combien d'états? 5 états de poivrier? Ouh, massa. Tu as l'argent comme ça, je veux ceci, je veux ça, achète-moi ça. Voilà comment tu te crées des problèmes. Voilà comment tu te... Mais en douce, en silence. Ce sont tes résultats qui vont parler. Quand ça va déjà donner... Je sais, oui, je sais que ça ne flatte pas ton ego. Je sais qu'il y a ce problème-là que tu veux aussi flatter ton ego. Tu veux aussi parler. Quand l'autre va dire, j'ai placé mon R plus 5, toi aussi tu veux dire que, tu as vu? Tu vois ce qui cause la perte de beaucoup. Certains ont même seulement commencé. Oui, je vais construire mon L plus 5. Je vais faire mon... La jalousie, elle a commencé. Tu vas aller au maquis, tu vas aller dans un bar, venez dire que tu donnes à boire, à manger à tes camarades. On te met la feuille là. Tu finis en même temps. C'est malheureux, mais c'est toi qui as contribué à ta perte. D'où le silence. D'où le silence. Travaille en silence. Deviens riche sans que personne ne sache. Et devenir riche, tu vois que tu deviens riche de l'intérieur. Depuis, je te parle de quoi? Du mindset. Je te parle de ton mindset. Deviens riche de l'intérieur. Quand ça va se manifester à l'extérieur,
trop tard pour les jaloux. C'est déjà fait. Et au moment où ça va se manifester, les personnes qui vont te demander, ben, tu seras à même de donner. Parce que le but ici, ce n'est pas de vivre chichement. Le but, c'est de te laisser, quand je demande de travailler en silence, c'est que ça te laisse la chance de pouvoir éclore. Tu vois qu'on ne part pas t'aider qu'avec les mêmes avantages. Toi, tu n'es pas né avec une piano dans la bouche. Tu n'as pas hérité. Donc, tu dois travailler dur, épargner, subvenir aux besoins de ta famille déjà, subvenir à ces difficultés qui sont là, que du quotidien, et penser encore maintenant à aller entreprendre. Donc, si tu vois que si tu commences maintenant à donner à gauche, à droite, à partager, à être le bonbon pasteur, à être le distributeur automatique, ça ne va pas le faire. Même avec toute la bonne volonté du monde, tu ne pourras pas. C'est pour ça que de façon stratégique, je te dis, on s'enrichit de façon stratégique. L'enrichissement, c'est la stratégie et le courage. Oui, ça va demander le courage de dire à un moment donné non. Mais ce non-là, c'est un non stratégique. C'est un non pour te laisser grandir. Et après, tu pourras les tirer. Mais le fait est que devoir expliquer que oui, mais c'est pas, les gens ne vont pas comprendre. Mais ce non-là, même cette façon de ne pas montrer parce que tu sais, tu vas culpabiliser. Si tu étais là à t'habiller, à montrer de façon ostentatoire que tu as de l'argent et qu'on vient te demander et que tu dises non, mais c'est pour ça que ça crée la jalousie. Vis de façon, t'as-dit comme modeste. Même quand tu vas acheter une voiture, n'achète pas toutes tes choses une fois. Parce que les gens qui sont autour de toi voient, ce ne sont pas des sorciers, ils ne lisent pas dans le boulet. Lorsque tu as dit que on voit, tu as aménagé la maison. Canapé, télé, frigo, tout est neuf. Gazinière, tout. Tu as acheté une nouvelle voiture, tout d'un coup. Ah! Les gens qui te côtoient, ça veut dire que tu as de l'argent. Même si tu as les plans, ça veut dire que tu as de l'argent. Et c'est comme ça que les gens viennent te soumettre leurs problèmes. Ah, j'ai mon ordonnance, on m'a prescrit l'ordonnance pour tes médicaments. Ah, ça demande 50 000. Ah, t'as dit que voilà la grand-mère là qui est couchée depuis machin, il faut 200 000. Ah, voilà, t'es que ceci, machin. Voilà le problème de l'école, il faut 300 000. Bah, quand tu commences à dire que tu n'as pas, tu crées des problèmes. Oh, ils ont vu. Hein. Ils peuvent déjà chiffrer à combien tu t'es aménagé. Ils ont vu la nouvelle voiture que tu as achetée. Et pourquoi tu ne l'as pas donné? Voilà comment tu crées des problèmes. Voilà comment tu te crées des problèmes. Voilà comment la jalousie arrive. Voilà comment la sorcellerie arrive. Et même ça peut t'attirer les arnaqueurs. Ça peut t'attirer les arnaqueurs, des personnes qui vont vouloir venir t'escroquer. Parce qu'on va voir que non, il y a un puits d'argent qui est là. Donc vivre de façon pauvre et prospérer en silence, tu vois comment ça te sauve à tout égard. Donc voilà comment tu fais donc, afin de pouvoir bâtir la richesse. Comprendre donc que ton argent ne va que te servir. L'argent, le but, c'est de se multiplier. Lorsque tu as investi, comprendre aussi que le riche a compris qu'il faut diversifier les choses. C'est pour ça qu'il dit que quand tu mets en bourse, tu as un peu des notions telles que d'immobilier. Même en ce moment maintenant où l'immobilier, tu vois l'immobilier un peu en baisse, tel que c'est un peu dû par rapport aux tensions, oui, ça reste toujours un actif tangible. Tangible dans la mesure où, tu vois, tu n'as plus de dette là-dessus. C'est encore un bien qui est tangible, réel, que tu peux laisser à la succession. Et qui peut te ramener un peu de sous, donc de diversifier tes actifs. C'est pour ça que je te dis que tu vas dans l'agriculture, tu produis ton poivre, ton janson, ton bitacola. Tu peux te dire que faire un modèle de ferme intégrée, où là-dedans aussi tu as secteur élevage. Tu vois? Tu passes à la phase de transformation. Le but, c'est d'avoir le contrôle sur ton business. C'est toi qui mets le panier de la ménagère. Là-dedans, tu structures maintenant ta société et tu crées donc maintenant aussi un trust. Comme ils ont fait trust ici, holding. Tu fais en sorte que ta société ne soit pas liée à toi parce qu'en cas de problème, on peut venir plutôt saisir ta société. Alors qu'en cas de problème, ta société est autonome. Donc tu crées des holdings, tu crées des trusts. Bien sûr que là-dedans aussi,
apprendre à t'entourer des experts, que tu aies des réseaux. Des réseaux aussi, bien sûr que tu dois avoir des réseaux, même des politiques dans tes réseaux, les autorités dans tes réseaux. Bien sûr que derrière dans ça, tu es avec cette notion aussi de générosité. Tu peux créer une fondation, tu peux commencer à donner. Donner ici, tel que je fais là, partager ton savoir, afin que d'autres aussi puissent bénéficier. Tu vois? Et derrière, si tu gagnes de l'argent, aider les œuvres caritatives qui sont là, les orphelins, créer des entreprises qui vont venir ici, qui vont pouvoir, sur le plan social, ne quittez pas. J'arrive, pardon. Pardon. Donc, j'étais en train de dire, c'est comme ça qu'il faut donc faire vraiment très attention à comment quand je sais bien, tu crées une fondation. Parce qu'il faut aussi donner en retour, voilà, la connaissance, comme je fais ici. Et c'est dommage de partir avec tout ce que tu as. Partager, partager aussi avec les autres, expliquer comment tu as fait, comment tu es parti de rien et devenir la personne que tu es. Parce que, comme j'ai coutume à dire, la meilleure des richesses, ça reste la connaissance. Ça reste la connaissance. Ce que je vous donne ici, c'est-à-dire que c'est des, en termes de valeur, c'est des milliers en fait. La personne qui met en application devient riche. Or, comme malheureusement, beaucoup attendent qu'on leur donne de l'argent. Donc, je t'ai expliqué que l'argent papier, c'est-à-dire que c'est le papier. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a de la valeur que ce que tu mets dessus. Mais c'est la connaissance, c'est le savoir qui permet de créer, de créer de la valeur. Et la valeur maintenant, c'est-à-dire que voilà, cette valeur te permet d'avoir de l'argent. Donc, l'argent dépend de la valeur que tu as. Plus tu as de la valeur, plus tu gagnes de l'argent. Plus la valeur te dit qu'elle est importante, la valeur est rare et la valeur est demandée, plus tu gagnes ton argent. Donc, ce que je vais devoir demander ici, c'est que la plupart d'entre vous, que vous allez vers plus de valeur. Qu'avec ton revenu seul, tu ne peux pas devenir riche. Qu'en travaillant, en comptant uniquement, c'est-à-dire qu'à travailler par rapport aux heures, tu ne peux pas. C'est de penser à la valeur. Quelle est la valeur que tu apportes? Quelle est la douleur que tu traites? Quelle est la solution que tu apportes aux gens? Plus la solution est importante, plus tu vas gagner ton argent. Je suis allé produire l'huile de palme parce que l'huile de palme te dit que c'est une valeur qui est demandée. L'huile de palme est incontournable dans tout ce que nous faisons dans l'alimentation, dans nos traditions, dans nos rites, dans l'industrie agroalimentaire, dans l'industrie de la cosmétique, dans l'industrie, aujourd'hui avec les biocarburants. L'huile de palme est incontournable. Et en parlant de vie chère aujourd'hui, vous voyez qu'il suffit que l'huile de palme, que le prix monte et qu'on commence à souffrir dans nos différents pays en Afrique. Moi, c'est pour ça que je suis allé lutter contre cette vie chère en allant produire l'huile de palme. Parce qu'il est aberrant qu'on soit aujourd'hui en train d'importer de l'huile de palme de la Malaisie et de l'Indonésie. Alors que la Malaisie est venue prendre cette technologie-là, prendre les graines chez nous. C'est nous qui avons donné la technologie à la Malaisie. Et la Malaisie aujourd'hui et l'Indonésie dominent le marché mondial. Et nous, en Afrique, nous sommes en train on importe de l'huile. Le Cameroun importe chaque année plus de 150 000 tonnes d'huile. Pour moi, c'est une aberration. Pour nous, les Africains, que ça devait être une aberration. On se devrait d'aller colmater ça. Sur les produits tels que le poivre, pareil. Parce que c'est l'une des épices, c'est la première épice la plus consommée au monde. C'est la troisième culture la plus rentable au monde. Et parce que le Cameroun a reçu l'indication géographique protégée en 2013. Donc, c'est un label qu'on se doit de valoriser, de mettre en avant, de permettre à ce que plusieurs paysans, chaque paysan ait ne serait-ce que même demi-hectare, afin de pouvoir sortir, c'est-à-dire que les Africains de la pauvreté et relever le PIB de nos pays.
et impacter aussi l'Occident avec ce produit-là, ramener dans les devises chez nous. Le Njansang et le Bitakola, pour les mêmes acabits, les valeurs rares, hautement demandées, mais en voie de disparition, dont très peu de personnes comprennent en fait les enjeux. C'est vers là que je suis allé. Tout ça non sans difficulté. Je suis allé travailler dans l'ombre. Donc quand je viens vous partager ça, c'est parce que les résultats sont là. Que je me dis aussi, au lieu de venir juste vous dire, je vends le poivre, je vends le gaz, mais je vous dis, allons produire. Passons la phase de transformation, créons la richesse. Ne soyons pas uniquement les éternels consommateurs. Et je suis aussi conscient des enjeux que traversent nos différents États, que traversent nos différentes nations, que traversent nos dirigeants. Je ne suis pas naïf. Je sais qu'ils sont sous pression. Vous voyez qu'ils sont sous pression de ces différentes dettes-là. À force d'être comme ça, c'est-à-dire que criblés de dettes, vous voyez qu'ils deviennent dépendants maintenant de leurs créanciers. Ils deviennent dépendants des bailleurs de fonds. Ils sont à la solde et à la merci de ces bailleurs de fonds-là. N'oubliez pas, la main qui donne, c'est cette main qui dirige. N'oubliez pas, il n'y a pas de démocratie. Nous sommes toujours dans l'ancien temps, la loi de domination. La démocratie, c'est pour les photographes. Comment on dit comment est-ce que tu appelles ça? Le protocole. L'autre mot m'échappe. Le protocole, c'est pour les photographes. C'est pour les caméras. Dès qu'on coupe les caméras, c'est la brutalité. C'est la force. Vous avez vu, à la Maison Blanche, Donald Trump, qu'on n'aime pas quand même, il est venu nous montrer l'envers du décor. L'envers du décor, c'est que c'est la brutalité. Mais nos dirigeants ne peuvent pas nous dire ça. Il faut quand même qu'ils gardent aussi une certaine dignité. Ton président ne viendrait pas te dire qu'il allait, il s'est fait humilier par un président français, le président américain, le président occidental. Non, alors quand même toi-même en tant que citoyen, ça ne va pas te plaire. Mais malheureusement, c'est ce qu'ils vivent. C'est ce qu'ils vivent. Donc, c'est à nous d'aller créer de la richesse, de développer la science, de développer la technologie, de développer le savoir, de savoir quels sont nos intérêts, quelles sont les valeurs que nous avons, de connaître notre histoire, d'apporter aussi sur la table des nations ce que nous savons faire, de ne pas uniquement être des éternels consommateurs, de ne pas attendre des sauveurs. Personne ne viendra nous sauver. Nous sommes dans un monde de rapport de force, à chacun de défendre ses intérêts. Et comprendre que nous sommes dans un monde régi de systèmes. Et les systèmes sont codifiés. Et codifiés avec des normes où ils défendent leur monopole. Voilà ce que je voulais partager à chaque fois. C'est des masterclass. Celui ou celle qui sera arrivé jusqu'à ce niveau, va bénéficier. Voilà ma part de contribution. Comme je l'ai dit, que ça fait partie des qualités des riches. Le partage. Le partage. Il serait dommage de partir avec tout ce que j'ai. Voilà. À défaut, de distribuer l'argent, de venir danser le maillot, de venir vous flasher, vous montrer, de paraître, de montrer le statut. Je vous donne la connaissance. La personne qui prendra ça, parce que c'est la meilleure des richesses. La personne qui prendra et mettra en application, c'est-à-dire que pour sa propre vie, mais c'est vrai, c'est-à-dire que sourire. Et ce que je suis en train de dire ici, je ne suis pas en train de dire que ça va se faire avec les doigts dans les narines. Il va falloir payer le prix du courage, le prix de la stratégie, le prix de la persévérance, le prix de la vision sur le long terme, le prix de l'humilité, d'où il faut paraître pauvre. Il faut être humble. L'humilité ici,